Bienvenue, ouvrez grand vos oreilles pour entendre ce premier écho du crépuscule. Dans l'épouvantable histoire de ce soir, vous ne reviendrez peut-être pas de votre promenade nocturne. Le vent est sec et mordant en ce début de novembre. Il est glacial et siffle aux oreilles comme un mauvais présage. Il est minuit. Je dois sortir Boris, le chien. C'est pourtant 1 heure à n'en pas mettre un dehors, surtout depuis quelque temps. Quelqu'un rôde autour de la maison. Je devrais plutôt dire quelque chose rôde autour de la maison. Quelque chose d'imperceptible, mais qui est pourtant bien réel. Quelque chose qui ricane en tournoyant dans l'air nocturne et disparaît quand vient le jour. Je suis journaliste. Je rédige des articles pour la gazette locale. J'habite dans un petit vallon, une sorte de cuvette dont on aperçoit les bords quand les arbres sont dénudés, comme en ce moment. De la fenêtre du salon, à plus ou moins 800 mètres en amont, on voit la route nationale qui laisse glisser les minuscules et silencieux véhicules sur son dos. Ma rue se termine en cul-de-sac, coupée par une voie ferrée. Ici, c'est très isolé. Il n'y a qu'une dizaine de maisons à 200 mètres à la ronde, et guère beaucoup plus au-delà. C'est la campagne. Allez, allons promener cette pauvre bête qui n'a pas fait ses besoins de la journée. Je l'ai un peu négligé aujourd'hui, tant absorbé que j'étais par les dossiers concernant l'affaire criminelle que je me suis vu confier. Une affaire qui me taraude d'autant plus que le théâtre du drame se situe à quelques pas de chez moi. En empruntant le chemin forestier qui passe derrière mon pâté de maison, on accède à un sous-bois qui longe une rivière, la Crune. Le sentier mène droit à une vieille ferme solitaire où l'on devait jadis pratiquer la pisciculture. C'est dans cette grosse bâtisse que sont décédées au début de l'automne 2 personnes, dans d'étranges conditions. Il s'agissait d'un couple. Mon premier article s'intitulait « 2 morts mystérieuses à Mornon-Beu ». C'était il y a 15 jours. Je travaille sur le second, que j'ai l'intention de titrer « La maison des empoisonnés ». À coup sûr, ça fera sensation. Le rapport de police révèle que les victimes auraient ingurgité des champignons non comestibles. La femme est morte dans son lit et l'homme dans son canapé devant le poste de télévision, encore allumé lorsque les policiers ont retrouvé les corps. C'est un appel téléphonique anonyme qui les a prévenus. Fait troublant, la peau du visage de l'homme était arrachée. Je possède d'ailleurs une photographie montrant cette abominable faciès décharnée. Les autopsies ont révélé que c'étaient les rats qui avaient partiellement rongé le cadavre. Ces petites bêtes ayant été attirées par le remugle de chair en décomposition provenant du salon. Mais comment se fait-il que ni l'homme ni sa femme n'aient essayé d'appeler des secours, ou même de se lever? Étaient-ils paralysés? Un quidam surgissant du bois les aurait-il assassinés, les forçant à avaler les champignons vénéneux? Bah, il vaut mieux que je fasse une pause. Y a pas que le chien qui a besoin de s'aérer. Cette histoire me vrille la tête. La chose qui rôde dehors n'est probablement qu'une chouette ou un quelconque autre rapace nocturne. Allez, viens Boris, on va faire un tour. Le berger malinois qui m'a compris, tout excité à l'idée de sortir, trépigne fébrilement dans le couloir en clapissant de joie. J'ouvre la porte. Le vent est sec et mordant en ce début de novembre. Il est glacial et siffle aux oreilles comme un mauvais présage. Il est minuit passé de 6 minutes. Restons à proximité de la maison. Allez Boris, fais vite, qu'on puisse rentrer. Les nuits d'automne semblent plus ténébreuses. L'air a des relents d'inquiétude, de drames impalpables. Les bourrasques brèves mais pénétrantes m'enveloppent d'une singulière crainte au fur et à mesure que je m'oriente vers le dernier lampadaire allumé. Sous mes pieds, sous la route, le tumulte de la Crune qui s'écoule inlassablement.
Je n'entends plus le cliquetis des griffes de Boris sur le macadam poisseux. Toujours à la traîne. Derrière moi, la façade illuminée de ma maison s'est estompée dans la brume poudreuse qui s'élève des entrailles de la terre. Le ululement sinistre d'une chouette, pas très loin, résonne comme un funeste avertissement. Un peu plus loin, derrière les futaies qui me font face, un train vient inonder la pénombre de son grondement sourd. Boris, viens là, Boris, où es-tu? Je n'entends même plus ma propre voix tant le tohu-bohu du convoi qui se prolonge s'est répandu dans la nuit. Bon sang, Boris, viens ici! Ce foutu cabot s'est mis à galoper comme un beau diable vers l'orée du bois, à 200 mètres de là, derrière chez moi. En sortant les mains de mes poches, j'ai fait tomber mes clés par terre, dans le noir, dans les feuilles mortes. Et merde! Je m'accroupis, à la lueur chancelante de mon briquet, je tente d'y voir quelque chose en farfouillant désespérément dans l'épais tapis. Rien. Bon sang de bonsoir, comment je vais faire pour rentrer maintenant? Boris, bon sang, viens ici tout de suite, Boris! Est-ce lui que je viens d'entendre japper au loin, dans un écho porté par le vent? Il me paraît bien éloigné. Boris? Ça ne lui ressemble pas de se sauver ainsi. Cela ne me dit rien qui vaille. C'est peut-être le rôdeur nocturne qui l'a attiré. Mais non, il n'y a pas de rôdeur. C'est cette affaire de mort mystérieuse qui hale mon imagination vers ses recoins les plus tortueux. Ce sont peut-être les esprits des empoisonnés qui hantent le chemin forestier et ses alentours. Non, je déraille. Les fantômes, ça n'existe pas. Enfin, je ne crois pas. Où est donc passé ce chien ? Je contourne ma maison et avance sur le petit sentier escarpé que je peux voir depuis la lucarne de mes toilettes. À cette heure, aucune lumière ne provient de chez mes voisins pour éclairer un tant soit peu mes premiers pas vers le lugubre sous-bois. C'est pourtant bien dans cette direction qu'il m'a semblé entendre aboyer Boris. Le craquement des feuilles sous mes semelles escamote le silence. Un silence oppressant. Et le bruit des pas du furtif rôdeur nocturne. J'avance, de moins en moins rassuré, essayant de me concentrer sur ma recherche. Boris, viens mon chien, Boris. Il vient à nouveau de se manifester, mais on aurait cru qu'il gémissait. Ça provenait, et j'en suis sûr, de la vieille ferme au fond du bois. Je trouve tout de même étrange que le chien se soit aventuré en direction de cette vieille bâtisse qui est depuis quelque temps l'objet de mon attention. Je me trouve maintenant derrière chez moi, devant la station d'épuration isolée et la régie d'électricité. Un petit lampadaire accroché à un pylône de béton illumine une trentaine de mètres à la ronde. Dès que j'aurai pénétré plus profondément sur le chemin, les arbres endormis formeront un large tunnel autour de moi et je serai plongé dans la pénombre totale. Je sens que tout ça va mal tourner. Non, je me fais des idées. Sans doute Boris a-t-il flairé un gibier potentiel. Il l'aura pisté jusque là-haut. Pas de quoi se monter un bateau. Mais pourquoi n'est-il pas déjà revenu alors? Boris? Boris? D'un pas circonspect, je m'avance dans le sous-bois. À ma droite, un fossé jonché de feuilles jaunies, d'arbres effilés et de branches mortes. C'est au bas de ce profond fossé que coule la Crune, dont je suis le cours. À ma gauche, un accotement abrupt, lui aussi recouvert d'un tapis de feuilles mortes, de branches sèches, et peuplé de grands arbres qui étendent leurs bras squelettiques au-dessus de ma tête. Le murmure de la rivière, qui le jour me paraît si apaisant, me communique le pressentiment d'un danger. Je ne parviens plus à rester rationnel. Je voudrais faire demi-tour, retourner à l'endroit où j'ai perdu les clés. Mais j'ai bien trop peur de tourner le dos aux rôdeurs de la nuit. Pourquoi n'ai-je pas attendu de les retrouver avant de me lancer à la recherche de ce foutu cabot? Maintenant, s'il survient un danger, je ne peux même pas me réfugier chez moi.
pas à avoir peur. Après tout, la plupart des animaux sauvages de notre région craignent l'homme et le fuient. Qui parle d'animal sauvage? Gardons notre sang-froid. Je continue lentement ma progression dans le tunnel obscur, mouvant, grinçant, et ma lenteur rend mes propres pas suspects. On dirait que quelqu'un marche en même temps que moi, et qu'il s'arrête lorsque je m'arrête. Il n'y a pas que moi dans cette forêt. Bien sûr que non, il y a aussi Boris. Boris! L'écho de mes appels semble de plus en plus désespéré à chaque fois qu'il me revient en faiblissant. C'est lui. C'est Boris. J'approche. La pauvre bête n'arrête plus de geindre, et ses pleurs stridents se répercutent dans le labyrinthe forestier. Mais que lui arrive-t-il? Que lui fait-on? Je me mets à courir. Plus que 200 mètres, et après le virage à gauche, je serai fixé. J'entends soudain un chointement dans mon oreille, une respiration ténue et saccadée, comme le sifflement d'un serpent. Je trébuche sur une pierre saillante et bascule cul par-dessus tête. Ma vue s'emplit d'éclairs blancs. Ce pauvre Boris hurle à la mort, comme s'il suppliait un bourreau d'avoir pitié de lui. Je me relève et me précipite dans la dernière centaine de mètres. Brusquement, Boris a cessé de crier. Il ne criera plus jamais. J'arrive devant l'immense maison. Il m'est souvent arrivé de venir l'admirer, en songeant à la tranquillité que l'on doit éprouver en habitant une demeure si isolée. Mais cette nuit, elle me paraît bien sinistre avec sa façade livide. Cette vieille ferme étalée de tout son long, ramassée sur 2 étages, me regarde avec ses 3 yeux pourtant clos par des volets blancs à la peinture écaillée. On dirait qu'elle respire, qu'elle m'attendait. Je viens de marcher sous une flaque de sang. Boris, 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 Boris. Une peur panique s'empare de moi. Au lieu de fuir, je demeure perclus de terreur devant le spectacle qui s'offre à ma raison atterrée. Les volets blancs se mettent à claquer, s'ouvrant et se refermant les uns après les autres. Clac, 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 clac. Je vais être en train de rêver ou bien d'halluciner. Mais la lune glaciale continue d'éclairer d'un rayon mesquin l'effarant tableau. Clac, 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 clac. La respiration rauque et sifflante, profonde, proche et lointaine à la fois, semble s'ouvrir les pierres. Je ne parviens pas à bouger. Je reste figé, comme pétrifié devant l'étrange demeure qui continue à m'observer. On dirait qu'elle guette le moindre de mes mouvements et qu'elle attend que je tente de fuir pour m'asséner le coup fatal. Enfin, restons rationnels, une maison ne peut pas m'atteindre pour me frapper. Elle ne peut pas non plus faire bouger ses volets, et c'est pourtant ce qu'elle a fait. Tout à coup, un grincement rouillé se fait entendre depuis l'étage du dessus. C'est un battant de volet qui s'ouvre lentement. À travers les carreaux, je perçois une lueur vacillante. Une bougie est allumée dans cette pièce. Une ombre se dessine sur le plafond. Mon cœur est prêt à rompre. Mais je reste planté là. Médusé, j'observe l'évolution de cette ombre. De toute évidence, celle d'un homme qui avance vers la fenêtre. Il m'apparaît à la pâle clarté de sa chandelle. La faible lumière s'écoule sur son visage décharné. Il me fixe. Le bas de sa face s'anime. Il parle à quelqu'un. Il n'est pas seul. Un rictus vient d'apparaître sur ce qui lui reste de visage. Ses yeux flamboient d'une fureur mêlée de joie. Ses prunelles tournoient dans leurs orbites, comme
celle d'un démon. Quelqu'un vient le rejoindre. Sa femme. Son teint est aussi blafard que celui de son défunt mari. Elle sourit. Ils me fixent tous les deux par-dessus leur sourire macabre. Ils esquissent un mouvement de recul. J'ai lu dans leurs yeux qu'ils allaient descendre. La bougie vient de s'éteindre. Je m'apprête à prendre mes jambes à mon cou, mais je stoppe net mon élan en constatant que mon trousseau de clés est suspendu à la porte d'entrée. Mais comment ont-elles pu se retrouver là? Ai-je le temps de les atteindre pour m'en saisir avant de m'enfuir? M'auront-ils pas rattrapé avant même que j'aie pu gagner l'orée du bois? De toute façon, je n'ai pas le choix. Chaque instant d'hésitation est une longueur en leur faveur. La porte est à 5 ou 6 mètres de moi. À la même hauteur, à la droite de l'entrée, il y a la fenêtre du bas. Le volet vient de s'ouvrir. Les deux silhouettes jaillissent du fond de la pièce obscure, glissant comme sur des rails. Je les aperçois à travers la vitre sale. Le visage blanchâtre de la femme perce les ténèbres. Sa chevelure filamenteuse et blanche s'étire derrière elle telle la queue d'une comète. Ils arrivent. Vite, je m'empare de mes clés, la poignée s'agite. Mon Dieu, non, il faut que je cours. Je cours, mes pieds frappent le sol avec fracas. Des branches craquent, ils sont déjà sur mes talons. Je sens leur souffle au creux de mon cou. Je sens comme une haleine froide sur ma nuque. J'entends leurs rires hystériques à bout portant. Ils vont m'avoir, c'est sûr. Je trébuche. Ah, maudite pierre, Je m'éveille. Je suis étendu sur mon lit tout habillé. Le jour est revenu. Je me sens quelque peu apaisé. Mais tout ça n'aurait-il été qu'un cauchemar? Je n'en ai pas l'impression. La scène avait l'air si réelle, si palpable. J'entends encore le sifflement effroyable des deux spectres à mes oreilles. J'en aurais le cœur net. Boris? Boris? Bon sang, je n'ai pas rêvé. Le chien n'est pas là. Remarque qu'il est peut-être tranquillement vautré sur le canapé du salon, en dépit des règles établies. Voilà pourquoi il ne se manifeste pas. Je me lève, je vais voir au salon. Il ne s'y trouve pas. Mes dossiers jonchent le sol, renversés. Il est nulle part. Il reste introuvable. Mais comment cela est-il possible? Je dois me rendre à l'évidence. Ce n'était pas un rêve, c'est sûr. D'ailleurs, je ne me rappelle pas m'être mis au lit. Non. Tout ce qu'il me reste comme image de cette dernière nuit, c'est celle de ces deux visages blancs qui fondent sur moi, celle de ces 4 yeux noirs et sans fond, de leur sourire morbide. Il faut que je sache. Je retourne à la maison des empoisonnés. Malgré la présence rassurante du soleil automnal, une angoisse me tiraille au-dessus du cœur alors que je me dirige vers cette demeure. Je ne peux réprimer un frisson en la voyant apparaître au détour du virage. Mais rien de plus. La flaque de sang a disparu, les volets sont fermés, scellés de l'intérieur par le crochet. Mon Dieu, Boris, te voilà! Il se trouve à une quinzaine de pas, il me regarde, la langue pendante, les oreilles plaquées en arrière. Mais pourquoi ne vient-il pas à ma rencontre? Allez, viens mon chien, viens! Il se sauve dans le jardin en friche. Je le suis. Il a disparu. C'est le volet qui visait. Il n'y a pourtant pas d'autre issue que la rivière dans cette direction. Par où est-il passé? Il n'est sans doute plus de ce monde. Il est lui aussi devenu un spectre, un esprit errant qui joue avec les perceptions. Non, il doit avoir été effrayé, il reviendra. Tout ça ne tient pas debout, les histoires de fantômes. Quelques mois ont passé depuis cette sombre aventure, et je n'en peux plus de la garder enfuie. Il faut que j'en parle, que je me livre. Mais à qui? Qui pourrait croire cette histoire insensée? Je ne le peux même pas moi-même. Pourtant ça continue, chaque nuit. Chaque nuit, j'entends la respiration rauque et sifflante des empoisonnés qui viennent me rendre visite dans l'obscurité de ma chambre. Chaque nuit, ils reviennent me hanter, et chaque nuit, j'entends au loin les gémissements plaintifs de Boris qui me parviennent au travers des murs. Tout autour de moi, de mon lit,
Je sens danser et virevolter les deux amants dans la pénombre. Le plancher craque, grince lentement comme la coque d'un vieux navire. Les gémissements du vent me renvoient inlassablement les plaintes lancinantes de ce qui était jadis mon chien. Le ballet infernal se poursuit ainsi jusqu'au petit matin, chaque nuit. Parfois, j'ai le courage de tendre le bras pour atteindre l'olive de la lampe et inonder la pièce d'une lumière salvatrice, mais ils poursuivent leur danse incessante dans un autre endroit obscur de la maison. Alors, lorsque j'ose, je les poursuis en allumant toutes les lampes, partout. Mais ils reviennent dès que je ne suis plus sur mes gardes. Je ne parviens plus à sortir de chez moi. On dirait qu'une force m'en empêche. L'entrave n'est pas physique, elle est psychique. Les deux spectres parviennent à manipuler une partie inconsciente de mon être. Ils ont peut-être le contrôle total, qui sait. Je deviens fou. Je ne sais plus si c'est moi qui pense ou bien si c'est eux. Les maudits amants empoisonnés ont pris possession de mon cerveau. Ils y tissent leur toile. Ils font peu à peu de moi leur joujou. Une infime partie de ma matière grise m'appartient toujours. Je parviens encore à influer sur cette main qui écrit et qui semble être la mienne. Mais j'en suis plus sûr. Je ne suis plus sûr de rien. Les défunts empoisonnés sucent mon âme. Ils vampirisent mon esprit. Ils n'abandonneront mon enveloppe charnelle que lorsqu'ils m'auront totalement vidé de son fluide vital, comme un os farci de moelle. Je n'irai plus travailler. Le téléphone aura beau sonner, je ne répondrai plus. En aucun cas. Sonne la porte, sonne toujours, je n'irai pas ouvrir. En aucun cas. Non, je ne sortirai plus jamais d'ici. Ma maison sera ma sépulture. Boris, ça suffit, tais-toi maintenant.